production Binge Audio, évidemment. Les couilles sur la table, épisode 102. Salut chers auditeurs, ici Naomi Titi. Dans ce nouvel épisode, on va se plonger dans les rangs de l'armée pour comprendre pourquoi les militaires incarnent une masculinité aussi dominante et violente. Car même si l'armée française tend à se féminiser, elle reste profondément ancrée dans des valeurs virilistes qui n'ont pas changé depuis des siècles, voire depuis des millénaires. Combativité, maîtrise de ses émotions, invincibilité, esprit de conquête, ce qui n'a rien d'anodin quand on sait que l'armée occupe une place immense dans les ressources publiques. En 2024, le budget accordé au ministère des Armées s'élève à près de 70 milliards d'euros, soit 8,5% du budget annuel de l'État. Et ça va encore augmenter. Alors pour saisir ce que c'est que le genre militaire, ou ce que certains chercheurs appellent le modèle militaro-viril, le journaliste Talma Desta a reçu la sociologue Camille Boutron, spécialiste des questions de genre dans les situations de conflits armés. Dans cet entretien, elle va nous expliquer que ce socle de valeurs viriles sert d'une part à contrôler les corps, ceux des hommes, des femmes, des populations ennemies, et d'autre part à contrôler les relations entre les militaires, les relations entre hommes. Et ce qu'on va voir, c'est que ces préceptes de masculinité triomphante dissonnent très fort avec la réalité du terrain. Bonne écoute. En mars 2024, s'est tenu au tribunal correctionnel de Bordeaux un procès qui a fait peu de bruit. Celui de 14 jeunes hommes militaires jugés pour désertion. Ils sont tous âgés d'une vingtaine d'années et ils mettent presque tous en cause l'atmosphère de terreur et la loi du silence qui règne au sein de l'armée française. Ils évoquent des violences physiques, comme des coups de matraque dans le ventre sans raison, des comportements et des blagues racistes, sexistes et antisémites, des soldats avec des croix gammées tatouées sur le corps, des bizutages réguliers aussi. Par exemple, un soldat raconte qu'on l'obligeait à boire de l'huile de moteur ou à rester nu le soir dans les couloirs pour se faire, je cite, « claquer les fesses avant de dormir ». Et malgré leurs témoignages, la procureure considère qu'il n'y a pas assez de preuves. Ils ont presque tous été condamnés à 2 mois de prison avec sursis. Ce procès, c'est une minuscule fenêtre sur un environnement assez opaque et mystérieux pour les personnes comme nous qui n'en faisons pas partie. Ce qu'on connaît surtout du monde militaire, c'est l'imaginaire qu'il essaye fortement d'investir, avec des valeurs morales comme la loyauté, l'engagement au service du collectif, la camaraderie. Et aussi un incontestable rapport à la violence, par le port et l'usage des armes, par la soumission du corps à des conditions de vie extrêmes, et puis évidemment par la possibilité de tuer et de mourir. Une approche qui est donc très viriliste, dans un environnement qui l'est tout autant, puisque l'armée française est composée à 83% d'hommes. Qu'est-ce qui se passe derrière les murs des écoles militaires et dans les casernes ? Quels liens les soldats entretiennent entre eux, et avec les femmes, dans cet environnement ultra hiérarchisé ? Comment la masculinité aussi est mobilisée pour normaliser les violences sexistes, racistes et coloniales en temps de guerre ? Et enfin, de quelle manière la virilité militaire est mobilisée à des fins politiques pour les États ? Je suis aujourd'hui avec Camille Boutron pour discuter de ces thématiques. Camille Boutron, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue spécialisée sur les questions de genre dans les armées et dans les conflits armés. Et vous êtes l'autrice de « Combattantes quand les femmes font la guerre », paru en mars 2024 aux éditions Les Pérégrines. Le service militaire, il est plus obligatoire en France depuis 1997, donc ça fait bientôt 30 ans déjà. Pourtant, à l'heure où on parle, il y a environ 200 000 militaires dans le pays, dont 170 000 hommes. Qu'est-ce qui pousse les hommes à rejoindre l'armée alors qu'ils y sont plus contraints ? Alors la première chose à savoir, c'est qu'on pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes, mais surtout d'hommes qui s'engagent dans les armées, alors qu'en fait, du point de vue des armées, on manque d'effectifs. Les armées considèrent qu'elles ont encore du mal à recruter et qu'elles n'atteignent pas les effectifs espérés, et surtout, elles n'arrivent pas à les retenir. Ça n'empêche qu'il y a un certain engouement pour l'armée. En effet, des jeunes générations, beaucoup plus que celles de mes parents, par exemple, qui étaient plutôt antimilitaristes et qui cherchaient à fuir le service militaire. Je pense que c'est pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je pense quand même que beaucoup de jeunes qui s'engagent, ils ne voient pas l'armée comme quelque chose qu'ils vont faire toute leur vie, mais une expérience dont ils peuvent éventuellement partir.
Ça, c'est justement le paradigme de la professionnalisation, c'est que le jeune soldat, il signe un contrat pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, il n'est pas censé faire sa vie, sa carrière entière dans les armées. Et l'expérience, elle servirait à quoi, du coup ? À voyager, à toucher une solde. L'armée recrute, surtout au niveau de l'armée de terre, en vous expliquant que vous allez être formé à un ou des métiers. Ce qui peut être intéressant quand on vient de milieux sociaux, populaires ou pauvres, où on n'a pas forcément les moyens d'accéder aux études que l'on souhaiterait ou à des formations professionnelles. Vous allez voyager, on vous dit que vous allez sauver votre pays, défendre des valeurs, accéder à un collectif. Et puis, il y a tout cet imaginaire guerrier, viril, héroïque, qui bien sûr rentre en ligne de compte. Oui, alors justement, j'ai envie qu'on parle de tout l'imaginaire qui existe autour des hommes militaires et puis de leur corps aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée pendant mes recherches parce que d'un côté, on a un système de représentation assez viriliste autour de l'héroïsme, de la puissance physique des combattants, l'usage de la violence qui est légitimé par le port d'armes. Et de l'autre, on a un système de valeurs qui me semble traditionnellement associé à la féminité, c'est-à-dire que on met en avant la soumission absolue à la hiérarchie, l'obéissance, le sacrifice de soi, le fait de renoncer aussi à son individualité au profit du collectif. Comment on peut expliquer cette masculinité à double face dans les armées ? Je pense qu'il faut comprendre que dans les armées, quand vous commencez une carrière de militaire, vous allez tout de suite être intégré dans un collectif où en effet l'individualité va pas disparaître, bien sûr que non, mais en tout cas va passer en second plan par rapport à un ensemble de valeurs. Ce que ça a de quand même spécifique quand on intègre l'armée, c'est qu'on va dormir sur place, on va vivre sur place, on va manger avec les gens avec qui on va se battre. On va vous dire que c'est vos frères d'armes, que vous allez devoir éventuellement risquer votre vie pour sauver la leur. Tout ça crée un environnement où il y a une forme d'acceptation presque naturelle, ou en tout cas spontanée, des règles, même si ce sont des règles extrêmement hiérarchiques, extrêmement verticales. On apprend dans l'armée à respecter l'autorité. C'est vraiment un des points essentiels du soldat, c'est la discipline. On vous dit que la discipline, c'est une façon d'être opérationnel, mais aussi de rester en vie. Quelque part. Donc, il y a tout un ensemble de procédés discursifs qui s'accompagnent de techniques sur le corps. L'entraînement militaire, le lieu où on dort, le quotidien, dans tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui va finalement domestiquer les corps et faire en sorte que cette machine puisse fonctionner dans ce sens-là. Mais de la même manière, il y a aussi une contradiction à cet endroit-là, je trouve, c'est que vous parlez de la discipline comme un moyen de rester en vie, et en même temps, le fait que les rapports entre les hommes soient marqués par une très forte émotionnalité. On se tient en vie ensemble, c'est quand même pas rien d'évoluer dans cette ambiance-là. Ah ça c'est sûr, mais c'est bien pour ça, je pense qu'il y a autant de tensions au sein des armées en fait. C'est parce que c'est une contradiction qui n'est pas normalisable, surtout quand on arrive à une époque contemporaine où les armées doivent être diversifiées, où le faire la guerre est quand même pas la même chose aujourd'hui que ça l'était hier. La guerre, c'est plus les guerres napoléoniennes où on a 2500 bonhommes sur une plaine, quoi, en vrai. Ça reste complètement différent de faire la guerre au niveau technologique, technique, cyber, que ça pouvait l'être il y a 50 ans. Mais les valeurs, c'est un peu comme si elles ne bougeaient pas. Donc on a des valeurs et des repères moraux et émotionnels qui sont un peu fixés dans le temps quelque part, qui évoluent très peu finalement, dans des pratiques de la guerre et des conceptions de la guerre qui, elles, évoluent complètement. Et je pense que ça explique pourquoi là les armées, on les regarde tant et pourquoi il y a tant de problèmes, pourquoi finalement quelque part, c'est comme si on était en dissonance avec le moment présent. J'ai quand même été chercheuse 5 ans en milieu militaire. Et je me suis souvent quand même interrogée, alors surtout là pour les gradés, des chefs formés à Saint-Cyr ou dans les grandes écoles, là on parle plus du jeune homme ou de la jeune femme qui s'engage dans l'armée de terre à Bac+1 parce que finalement c'est une opportunité intéressante, qu'elle va gagner une solde, qu'elle va voyager, qu'elle va voilà. Là les hauts gradés, ils ont fait les écoles, ils portent les valeurs, ils portent la responsabilité de reproduire les valeurs de la France, du patriotisme, de l'Occident, de la démocratie, tout ce que vous voulez. Et en fait, moi, j'ai souvent été surprise qu'il y en avait quand même certains. J'avais l'impression qu'on était en 1954, quoi. Vous voyez ? Et je pense que c'est un peu ça le vrai problème de l'armée, et que la masculinité a l'air tellement intense et dissonante que c'est une masculinité qui, même dans la société française où c'est encore quand même très compliqué, n'a plus tellement cours de cette façon, au fond.
Et cette dissonance, elle touche aussi le corps des hommes militaires. Et ça, je trouve que c'est une dimension très intéressante. Je pense ici à un article de l'anthropologue Jeanne Teboul qui explique qu'il y aurait 2 corps militaires, celui qui combat et celui qui parade, et que les 2 renvoient à un imaginaire qui est complètement différent. Le corps qui parade, c'est un corps esthétique, propre, redressé, un peu clinquant aussi, puisqu'il expose ses médailles. Tandis que le corps qui combat, c'est un corps opérationnel, qui supporte des conditions difficiles, plaqué au sol, camouflé. Je trouve ça intéressant que ça se pose aussi sur le corps. Pour le militaire, il n'y a pas de contradiction entre ces 2 corps, entre le corps parade et le corps combattant. Le corps parade n'est qu'une dimension du corps guerrier. Vous parlez des médailles, et ça c'est super important. La médaille prouve la valeur au combat. Avoir une médaille, c'est qu'on a fait preuve de courage à un moment ou à un autre sur le front, ce qui pose plein de problèmes. On n'est pas obligé de se mettre en danger juste pour une médaille. Voilà. Vous voulez dire que c'est quelque chose qui existe, ça, le fait de se mettre volontairement en danger, particulièrement pour avoir des médailles? À ce point, je dirais peut-être pas, mais moi j'ai quelques exemples d'entretien. Alors c'est un peu tabou, c'est un sujet compliqué, mais généralement, si vous allez en OPEX sur le terrain, ça va être des jeunes lieutenants, donc qui sont en début de carrière d'officier, qui vont être chefs de section et qui vont partir sur le terrain, qui vont revenir de leur OPEX et qui vont avoir besoin pour leur carrière de leur médaille, de leur reconnaissance. Et c'est vrai qu'avoir été pris à partie avec l'ennemi, c'est une façon aussi de voir reconnaître sa valeur. On m'a raconté, là, très clairement, on s'est déplacé de telle façon, on est passé par tel endroit. J'ai pas compris. Et en fait, à part chercher la merde et l'affrontement, je vois pas pourquoi on a fait ça comme ça. C'est ce qu'on appelle les chasseurs de médailles. La médaille prouve la bravoure et a des dimensions matérielles, puisque monter en grade, c'est aussi avoir plus de salaire. Enfin voilà, il y a tout un ensemble lié à ça. La médaille, elle rappelle le combat sur le corps parade, donc il n'y a pas forcément contradiction. Et un dernier aspect qui est super intéressant, c'est les travaux de Christelle Coton. Christelle Coton, elle a fait sa thèse sur justement les officiers de l'armée de terre. Et elle montre comment les officiers vont se distinguer, parce qu'il y a ce corps combattant très bien, mais comment ils vont se distinguer des autres officiers qui éventuellement seraient dans des spécialités moins combattantes, moins viriles, moins extraordinaires, ou des sous-officiers ou même des militaires du rang. Eh bien, c'est par justement une forme de maintenance d'exis corporel, mais aussi de classe, de capacité à restreindre ses émotions, à ne pas se laisser dominer par sa colère ou son agressivité et à justement être capable de dominer cette agressivité. Et ça, typiquement, en fait, la domination ou la maîtrise de ses émotions, de ses instincts guerriers, pour être capable de les utiliser que dans les moments où il faut vraiment le faire, c'est là le summum de la masculinité virile, mais aussi c'est une façon de marquer sa classe au sein des armées par rapport à d'autres militaires plus robustes et moins sélects, on va dire. Ce qui m'a frappé en préparant l'épisode, c'est l'organigramme immense et franchement assez incompréhensible des armées françaises. Il y a la division par corps déjà, donc on a l'armée de terre, l'armée de l'air et l'espace, la marine nationale et la gendarmerie. Il y a plein de bataillons et de divisions différentes, des grades qui vont des soldats aux généraux. Enfin, je pense que j'ai même pas pu faire une cartographie claire dans ma tête parce que c'est beaucoup trop massif. Comment elles s'organisent, les masculinités, dans cet environnement qui est quand même très hiérarchisé et très cloisonné ? Alors déjà, la gendarmerie, c'est le ministère de l'Intérieur maintenant. Alors je vous dis ça parce qu'il y a plein de blagues de militaires qui disent que les gendarmes ne sont plus des militaires, mais ils pensent qu'ils sont militaires. C'est une réponse à votre question déjà. Les gendarmes ne sont plus tout à fait les mêmes hommes que les autres militaires. Ils ne sont plus tout à fait des militaires, ils ne dépendent plus du même ministère. Après, en fait, ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est qu'on a 3 grands éléments de distinction en dehors du genre, du militaire. On a déjà son armée d'appartenance. Donc, soit il est aviateur. Aviateur, on dit de tout militaire qui appartient à l'armée de l'air, même s'il est mécanicien, en fait. Donc, soit il est aviateur, soit il est terrien, soit il est marin. Marin aussi, il peut ne jamais prendre la mer, mais il fait partie de la marine, donc il est marin. Donc déjà, en soi, d'être dans l'une ou l'autre de ces armées, c'est pas tout à fait la même chose. L'aviateur, c'est le hipster des armées, presque un peu. C'est l'armée de l'air et entre guillemets la plus cool, la plus ouverte. C'est où il y a la plus de femmes. Pourtant, pas beaucoup qui pilotent des avions, cela dit, de chasse, mais voilà. La plus technique aussi, c'est une armée où beaucoup de gens qui rentrent sont avant tout des techniciens ou des passionnés des avions et puis vont aussi
être des militaires et être engagés dans leur mission. Mais bon, l'armée de terre, le jeune soldat qui rentre dans un régiment en étant un soldat tout court, grenadier voltigeur, qui est vraiment le rang de base, il va s'engager avec une vision beaucoup plus floue de son métier, de ses activités, de ce qu'il va faire, de pourquoi, de comment, de ce à quoi il va servir. Lui, c'est l'armée, la guerre, la défense de la patrie. Et par exemple, pour vous donner une idée, on a des organismes dits interarmées. Donc chaque armée a son fonctionnement, mais il y a certains organismes où ce sont des militaires, soit de la marine, soit de l'armée de terre, soit de l'armée de l'air, qui vont exercer une fonction. Ce qu'on appelle les états-majors, du coup. Ce qu'on appelle les états-majors. Alors chaque armée a son propre état-major, mais ensuite, plus on monte et plus c'est mélangé. Et le chef d'état-major des armées, c'est le chef d'état-major des armées de toutes les armées. Ça n'a jamais été un aviateur. C'est généralement un militaire de l'armée de terre. Donc en fait, entre les armées, déjà, on a une forme de hiérarchie. C'est un premier élément de différenciation. On en a un deuxième qui est de carrière ou sous contrat. C'est-à-dire que dans les armées, au niveau officier, par exemple, qui sont ceux qui commandent, qui sont voués à faire carrière, soit vous rentrez avec votre bac plus 4, 5 sur un métier, une fiche de poste, mais un petit peu comme n'importe quel métier en fait. Et on va vous prendre, alors vous allez passer par 3 semaines ou 2 mois ou 3 mois de préparation militaire, vous allez apprendre à utiliser votre fusil, vous allez courir, faire des jogging, on va vous expliquer l'armée, les valeurs, la discipline, etc. Mais ensuite, vous allez rejoindre votre bureau où vous serez prof, où vous serez spécialiste d'images satellites, où vous serez analyste pour le renseignement, etc., etc. Est-ce que vous parlez couramment russe, par exemple, et russe et mandarin, alors là, ça fait, voilà. Mais donc ça, c'est des officiers qui font carrière et qui ne pourront pas faire plus de 20 ans dans les armées. Donc, qui de toute façon ne vont pas arriver au plus haut rang de commandement, parce qu'au bout de 20 ans de carrière, ce qui est peu. Si tu rentres à 25 ans, à 45 ans, c'est fini. Il y a toute une autre vie professionnelle qui s'ouvre et on n'est pas face à des personnes qui vont devenir chef d'état-major, susurrer à l'oreille du président ou ce genre de choses. Les officiers de carrière, c'est ceux qui font carrière. Donc, c'est ceux qui passent les concours pour rentrer dans les écoles. Donc, Naval, École de l'air ou Saint-Cyr. C'est eux qui dirigent après. C'est eux, la crème de la crème. C'est eux qui vont être le bras armé de la France, en fait, quelque part. Et eux, ils font une longue carrière. Donc déjà, dans le monde officier, c'est pas les mêmes statuts, c'est pas les mêmes rapports de pouvoir. Et un troisième critère, c'est la spécialité ou l'arme. C'est-à-dire qu'en fait, un militaire qui est dans l'infanterie, ou mieux encore dans la cavalerie, conducteur de chars, spécialiste des chars, ou qui est dans la cavalerie légère, qui va en avance des chars pour détecter les mines en avance, ça c'est hyper couillu quand même, c'est vraiment hyper valorisé. C'est justement, Christelle Coton, elle parle de l'étalon combattant comme un capital combattant. L'officier qui est spécialiste des RH et qui va faire extrêmement bien son boulot, il est tout de suite un peu moins viril. Donc, vous voyez, rien que là, on a 3 grands critères de différenciation, sans même parler du genre ou du grade même. J'ai envie qu'on discute aussi d'un principe qui est assez central dans l'armée et qui conditionne la façon dont les hommes ont des relations entre eux. C'est le principe de la camaraderie. Et c'est surtout, j'insiste là-dessus, une camaraderie masculine, puisque en l'occurrence, l'armée est composée, on l'a déjà dit, à 83% d'hommes. Et cette solidarité entre les hommes, elle permet le maintien des boys clubs, donc c'est-à-dire des espaces qui valorisent l'entre-soi masculin et qui se structurent aussi autour du dénigrement, voire des violences envers les femmes. Et ça commence dans les écoles. Déjà en 2018, le journal Libération y publiait une enquête sur Saint-Cyr. On a déjà un petit peu parlé de Saint-Cyr, mais c'est une des écoles militaires les plus emblématiques du pays. Et donc Libération désignait Saint-Cyr une machine à broyer les femmes. Donc c'est quand même pas anodin. 6 ans plus tard, c'était Le Monde qui racontait, je cite, le calvaire des élèves officières à Saint-Cyr. Et il y a quelques mois, c'était France 2 qui révélait le témoignage d'une Saint-Cyrienne qui disait que sur 18 filles dans sa section, 2 étaient en arrêt maladie. Une avait tenté de mettre fin à ses jours et 2 autres avaient vécu des agressions sexuelles. Et un autre élément très intéressant de l'enquête de France 2, il existe un terme spécial pour désigner les hommes qui acceptent de parler aux femmes de l'institution, les sous, un diminutif pour dire les sous-hommes.
Est-ce que l'école de la guerre, c'est aussi l'école de la haine des femmes ? Je me permets juste de rectifier, l'enquête de Libération, elle avait lieu sur l'école préparatoire à Saint-Cyr, en région parisienne. Mais j'ai des exemples. Moi, je connais une femme officier qui, pour le coup, elle fait une brillante carrière et qui m'expliquait que elle avait fait une prépa militaire, alors à La Flèche, dans la Sarthe, et que quand elle sortait de la salle d'études avec les quelques filles qui préparaient le concours de Saint-Cyr avec elle, les gars leur balançaient des sauts de pisse. Voilà. Et j'ai raconté ça à un officier il y a pas longtemps. Il m'a dit « Oh, mais ça va, c'est des petites blagounettes, ça. » Mais bon, ça vous donne une idée. Je ne sais pas si c'est l'apprentissage de la haine des femmes, parce que je pense qu'on n'a pas besoin des écoles militaires pour ça dans ce pays. Mais en tout cas, il y a une forme de normalisation et de légitimation de pratiques misogynes, tout simplement, et de négation de tout ce qui est féminin. Et les femmes qui y arrivent, c'est celles qui arrivent à devenir des hommes comme les autres, en fait. Et je pense que aussi, il y a un côté, ce monde de woke qui change la société, parce qu'en fait, il faut savoir que quand même, toutes les lois ou toutes les mesures de féminisation et diversification des armées françaises, elles viennent parce que les armées doivent suivre la loi professionnelle, d'égalité. Les armées ne se sont jamais dit d'elles-mêmes, tiens, on va quand même vraiment essayer de s'adapter à la société. Donc en fait, c'est des formes de résistance pour conserver ce qui est pensé comme un privilège masculin, qui est celui du combat. Et comme on combat, on a le droit de ne pas être traité exactement comme des citoyens comme les autres, ni de se comporter comme des citoyens comme les autres, parce que nous, on défend notre patrie. Et on n'est pas là pour se plier aux règles woke. Justement, vous parliez de la féminisation des armées. Je pense qu'il faut noter que la France est l'une des championnes du monde en la matière, avec 17% des effectifs qui sont féminins. Vous dites que cette présence, elle encourage les femmes à se comporter comme des hommes, par survie et pour résister aux violences sexistes et sexuelles qui ont cours dans leur division. Si une femme rentre dans les armées avec la volonté de vraiment faire opération spéciale, d'aller faire la guerre, elle risque d'avoir de grandes difficultés parce qu'elle va venir concurrencer les hommes sur leur terrain, qui est celui de la guerre. Dans les armées françaises, l'argument de la force physique, des différences physiques hommes-femmes, du fait que les femmes ne peuvent pas faire certaines choses que les hommes peuvent faire, est encore hyper présent. Là, on est face à des femmes qui vont être soit empêchées de le faire, soit devoir en effet développer des stratégies pour devenir des hommes comme les autres, des soldats comme les autres, effacer leur genre. Et elles seront donc ni des hommes, elles seront jamais considérées comme des hommes comme les autres, mais elles seront plus non plus considérées comme des femmes. Elles feront partie de la gang, quoi. Donc ça, on va l'observer. Mais de façon... De quelle stratégie vous parlez ? De réussir à adopter le même comportement que leurs homologues, à montrer qu'elles sont aussi fortes. Ça, c'est une minorité. Parce qu'en fait, il y a plein de postes et d'activités et de fonctions dans les armées françaises où on juge que les femmes ont tout à fait leur place. Tant qu'elles ne viennent pas concurrencer les hommes sur le terrain du combat, de l'héroïsme. Donc il faut qu'elles soient dans l'administration, par exemple. Oui, dans l'administration, ou alors dans le matériel, ou dans le génie, ou dans les transmissions radio. Ça peut être des activités très de terrain, mais pas ce qu'on appelle d'appui, en fait. Le discours officiel est de vous dire, de toute façon, dans l'armée, tout le monde est combattant, mais non, c'est pas pareil d'être dans le train que d'être dans la cavalerie. Voilà. Donc, on accepte que les femmes, tant qu'elles sont là où on pense qu'elles ont gagné leur place et que c'est bien qu'elles soient là, ça peut très, très bien se passer. C'est quand elles vont venir concurrencer les hommes. Et j'aimerais bien revenir aussi sur les violences sexistes et sexuelles qu'elles vivent, parce qu'on a parlé jusque-là surtout de ce qui se passe dans les écoles militaires, mais ça continue bien après la fin de l'école, évidemment. Là-dessus, j'aimerais citer le travail des journalistes Leila Mignano et Julia Pasquale, qui ont écrit en 2014, donc il y a déjà 10 ans, un livre sur les violences sexuelles au sein des armées françaises qui s'appelle « La guerre invisible ». C'est une enquête de 2 ans dans les casernes qui fait remonter une 50aine de cas de violences sexistes et sexuelles. Cette publication, elle a amené Jean-Yves Le Drian, qui était alors ministre des Armées, à créer la cellule Thémis, qui est chargée de recueillir les témoignages et de lancer des enquêtes sans que le signalement des faits ne passe par la hiérarchie de la victime. Donc ça, c'est en 2014. 10 ans plus tard, en mars 2024, donc très récemment, Manon Dubois, une ancienne militaire, parle publiquement des agressions sexuelles et du harcèlement constant qu'elle a vécu de la part d'un autre officier. Manon Dubois, elle porte plainte auprès de la gendarmerie et il faut bien dire que le rapport rendu par la Marine nationale au procureur est éloquent. Enfin, moi, ça m'a complètement frappé de le lire. L'institution nous explique que, je cite le rapport, « l'inconduite du mis en cause peut s'interpréter plus piteuse que vicieuse ». Il nous raconte aussi qu'il semble avoir davantage agi par mauvaise passion amoureuse que par perversion sexuelle.
et qu'il gagnerait probablement en assurance et en estime de soi en pouvant poursuivre sa carrière militaire. Donc voilà, l'agresseur a réintégré l'armée et Manon Dubois, forcément, a dû la quitter. Et ce témoignage de la jeune femme, il a précédé le lancement d'une vague MeToo armée, il y a quelques mois, sur les réseaux sociaux. Malgré cette prise de parole qui est assez récente, on peut dire que c'est quand même la loi du silence qui règne. En 2023, il y avait eu 226 enquêtes administratives qui ont été ouvertes pour des faits qui relèvent des violences sexistes et sexuelles, sur donc environ 30 000, 34 000 femmes militaires, ce qui paraît assez peu. Et c'est d'ailleurs assez ironique, je trouve, quand on sait que le surnom de l'armée française, c'est la Grande Muette. Est-ce que ce grand silence, il est inévitable quelque part face à une certaine culture martiale de l'obéissance et de la loyauté ? Dans une vision traditionnelle des armées, comme on a l'habitude de les comprendre et de les approcher, bah oui, c'est inévitable parce qu'il y a plein de choses qu'on ne dit pas et ça ne concerne pas que les violences sexuelles, en fait. Il y a une espèce de culture du secret qui est volontairement reproduite, cette idée qu'on règle les choses entre nous, ça c'est très militaire. Après, je ne pense pas qu'elle soit inévitable dans le sens où les armées ne sont pas non plus des camps fortifiés et que le MeToo l'a prouvé. Je pense qu'au niveau des parlementaires, ça bouge quand même. Il aura fallu 10 ans depuis la sortie du bouquin jusqu'à maintenant, mais mine de rien, il y a un moment ou un autre, elles sont obligées de suivre. Elles font vraiment les choses que quand elles sont vraiment, vraiment, vraiment obligées. Mais en ce qui concerne les témoignages, il y a un premier problème. La cellule Thémis, en fait, c'est un dispositif interne. Donc ça devient quand même très difficile d'aller reporter des plaintes ou en tout cas des faits quand en fait, on reste dans l'institution. Il faudrait vraiment que ce soit un dispositif extérieur aux armées pour que la personne qui porte plainte ou qui rapporte les faits soit sûre que son anonymat soit préservé, qu'on lui fasse pas la leçon sur « Ah, mais tu vas détruire sa carrière ». Donc là, c'est pas le cas aujourd'hui. Non, la cellule Thémis, en fait, elle est à l'intérieur du ministère des Armées et c'est des inspecteurs des armées qui sont censés avoir une certaine indépendance, mais ça reste dans la maison. Et ça, c'est déjà un problème. Et après, l'autre aspect, le discours de la marine est lunaire. Et moi, j'ai une explication assez rationnelle. Parce qu'en fait, les armées, elles ont du mal à recruter, contrairement à ce qu'on croit. Et si les armées devenaient absolument exemplaires en virant tout gars coupable de violence sexuelle ou dont le comportement est absolument inadéquat, mais elles ne recruteraient plus personne, en fait. Je pense quand même qu'il y a un certain nombre de jeunes hommes qui s'engagent dans l'armée parce qu'ils ont cet accès à une masculinité qui peuvent exprimer... Qui ne sera pas contrarié, quoi. Bien sûr, qui sera beaucoup moins contrarié que dans le civil. Et les armées, quelque part, sont un peu conscientes de ça. Donc, elles sont coincées stratégiquement parce qu'il faut recruter des femmes, sinon on n'a pas assez de gens. On a besoin des femmes, on ne peut plus s'en priver. Mais en même temps, si on est trop exemplaire dans notre façon de pratiquer l'égalité femmes-hommes, il y a plein de bonhommes, ça ne va plus les intéresser d'être dans les armées, en fait. Et vraiment, je pense qu'il y a une notion stratégique qui est là, politique. Et cet entre-soi aussi, il est marqué par un principe d'endorecrutement. L'endorecrutement, c'est la reproduction sociale au sein des élites militaires en l'occurrence. Beaucoup sont des fils de militaires et le phénomène, il se perpétue sur plusieurs siècles à tel point qu'il existe encore aujourd'hui un noyau d'officiers issus de l'ancienne noblesse française. Pendant la préparation de l'entretien, vous parliez, vous, de dimension sectaire de l'élite armée. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors surtout dans la marine et l'armée de terre, je pense. On a ces générations d'officiers, le père était officier, le grand-père était officier. On a encore des officiers qui viennent de familles de militaires, originaires de Vendée, extrêmement catholiques, et qui ont déjà 8 enfants à l'âge de 39 ans. Non mais vraiment, on en a plein. Ce qu'on appelle les tradis, c'est ça ? Ouais, les cathos tradis même. Voilà. Et ceux-là, ils sont pas très nombreux finalement, mais ils sont extrêmement puissants puisqu'ils sont dans la place, ils sont dans les canaux de promotion et d'accès au pouvoir depuis des générations. Et ceux-là, en fait, ils ont une capacité de nuisance incroyable parce que c'est eux qui arrivent à convaincre ce qui, je pense, finalement, est une espèce de majorité. Les autres gars qui s'engagent dans les armées, qui n'ont pas spécialement quelque chose contre les femmes, mais par contre, qui ne sont pas non plus prêts à aller les défendre à tout prix, parce que bon, voilà. Et eux, ils sont terribles, mais on ne peut pas y toucher. C'est eux qui commandent.
au plus haut. Ils tirent un peu les ficelles. Et ça, on a un vrai souci là-dessus. Et là, on n'est plus que dans une question de masculinité, mais aussi on est dans une question de classe et de rapport au pouvoir. Et quand je vous disais que c'était anachronique, quoi, puisqu'en fait, oui, on a ces descendants d'anciennes noblesses, tout ce que vous voulez, qui sont maintenus quelque part dans une des institutions qui est symbolique du pouvoir d'un État, si ça ne l'est quand même, qui est censé avoir fait la révolution. On parlait des violences commises envers les femmes, mais les femmes ne sont pas les seules victimes de ce qui peut se passer au sein des armées et les seules victimes des modes de socialisation entre les hommes. Un autre élément de la culture militaire masculine qui me paraissait intéressant de discuter, c'est le bizutage, donc c'est-à-dire une sorte de rite initiatique qui est infligé aux nouveaux arrivants par les anciens de l'armée et qui passe souvent par des humiliations physiques et psychologiques. Plus largement, il y aurait une culture de la mise au ban des hommes qui sont considérés comme subalternes. Donc je reprends l'exemple de Saint-Cyr, mais il faut noter que les 2 hommes élèves qui sont morts au sein de l'institution sont 2 hommes racisés. Donc le premier, Jalal Hami, c'était un jeune Algérien de 24 ans qui s'est noyé durant un bizutage en 2012, où on l'a forcé à traverser de nuit un lac à 9 degrés sans lumière. En 2016, c'était Michael Lavoca, un jeune homme de 22 ans d'origine éthiopienne, qui s'est suicidé dans les toilettes de son baraquement avec un fusil. Et là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué en faisant mes recherches, c'est qu'à son entrée dans l'école, sa fiche individuelle d'évaluation, qui a été établie par le psychologue de l'école, donc, notait que Michael était assez réservé et décalé par rapport au groupe. Et le psychologue a cette formule qui me semble complètement lunaire, selon laquelle il n'adhérait pas forcément aux valeurs saint-cyriennes, surtout celles concernant le rejet des filles ou des étrangers. Ça donne un peu une idée de l'ambiance et de comment se positionnent les individus qui n'appartiennent pas au clan et qui ne peuvent pas y appartenir, parce que ceux qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas des grandes familles militaires, mais bon, qui sont blancs, issus de milieux bourgeois, ils vont pouvoir se faire aspirer par les dominants et voilà, ils ne seront pas à leur égal exactement, mais ils vont faire partie du groupe. Les autres, ils vont avoir une autre stratégie, quoi. Oui, sur ce sujet, on mettra dans la description du post un article du chercheur Eliamine Setoul qui raconte que dans l'armée, les rangs qui sont les plus bas, entre guillemets, sont assez diversifiés, qu'il y a un fort recrutement parmi la jeunesse martiniquaise, guadeloupéenne ou réunionnaise aussi, qui cherche à s'engager pour sortir de la pauvreté, tout simplement, mais que plus on monte en grade, plus ça se blanchit. Donc il y a d'un côté la socialisation à la dure entre hommes armés, on le rappelle, donc c'est pas rien. Et de l'autre côté, il y a une forme de valorisation de la blanchité dans ces milieux. Ça vient éclairer un phénomène qui est de plus en plus documenté dans la presse, c'est l'ancrage à droite des militaires. Les enquêtes d'opinion nous montrent qu'environ la moitié vote à l'extrême droite. Mais plus particulièrement, ça me semble hyper important de parler de la présence de dizaines de néo-nazis dans les rangs de la Grande Muette. Mediapart parle carrément d'une filière néo-nazie au sein de l'armée française, après avoir identifié une 60aine de profils qui affichaient ouvertement leur position, en postant par exemple sur Facebook des photos d'eux en train de faire un salut nazi, ou avec des vêtements qui portent l'emblème de certaines divisions SS, ou en se montrant avec des tatouages White Pride, donc fierté blanche. Il y a certains militaires qui sont impliqués dans des meurtres. Donc Street Press renvoie au cas Loïc Le Priol, un militant néofasciste qui a été arrêté en 2022 après le meurtre du rugbyman argentin Federico Martin Aramburu. Certains militaires sont impliqués dans des préparations d'attentats. D'ailleurs, il faut dire que la majorité des attentats de l'extrême droite impliquent des militaires dans leur organisation. Donc ici, on peut mentionner le cas Logan Nissin, qui a été arrêté en 2017 en train de préparer un attentat et qui disait fièrement, je le cite, que dans l'armée, des régiments entiers sont remplis de nationaux socialistes, c'est-à-dire de néo-nazis. Est-ce que, selon vous, ce sont les violences au sein de l'armée, notamment entre les hommes, qui radicalisent ces profils, ou est-ce que ce sont ces profils ultra-violents qui rejoignent l'armée justement en raison des valeurs virilistes qu'elle affiche ? Je vais vous faire une bonne réponse de sociologue. Probablement un peu des deux. Je dirais que quand même, dans ces profils, il y a une certaine conscience du fait qu'ils seront bienvenus à l'armée, ou en tout cas qu'ils y trouveront un espace. Ça ne veut pas nécessairement dire que les armées françaises acceptent les néo-nazis et qu'elles ne voient aucun problème avec ça. Je pense je vois plusieurs personnes qui seraient horrifiées
à écouter ça, que je connais. Mais En plus, il y a eu des prises de parole de la part de plusieurs personnes au ministère des Armées qui justement disaient vouloir lutter contre la présence de néo-nazis. Bien sûr, mais ça, ils disent beaucoup, et puis ils disent beaucoup, mais ils font pas grand-chose. Dans le discours, en tout cas, Ouais. il y a une volonté affichée de ne pas les vouloir dans les rangs. Ça n'empêche qu'ils sont là, qu'ils arrivent à être là et qu'ils arrivent à s'organiser à l'intérieur. Je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même suffisamment parmi les chefs, au moins intermédiaires, de gens d'extrême droite qui adhèrent à ces valeurs pour pouvoir les garder et les encourager. Mais il n'y a pas qu'en France. S'engager dans les armées, c'est quand même un peu idéal quand on a un profil agressif. Ça n'attire pas que des personnes qui veulent devenir des grands spécialistes du géosatellite dans les renseignements, par exemple, ce qui n'est pas très combattant et ce qui n'empêche est hyper important pour mener des opérations. Après, je pense aussi qu'il doit y avoir des jeunes qui sont pas spécialement néo-nazis, mais qui vont trouver une forme de sociabilité et de reconnaissance sociale, de brotherhood, parmi ce genre de sous-groupes, et qui vont donc permettre à ces sous-groupes de se maintenir et de grossir. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a des profils qui sont déjà attirés par le métier des armes et des armées, parce que dès le départ, il y a cette idée que le métier des armes va avec une certaine défense de valeurs viriles, blanches, ethno-nationalistes, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi des jeunes qui s'engagent dans les armées parce que c'était pas inintéressant de le faire. On fait tous des choses dans la vie, des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Hein. Et, C'est quand même pas un choix anodin de non, rejoindre l'armée. Mais comme je vous disais, après, on fait beaucoup du choix de l'engagement, quelque chose de « Ah, tu as hésité de t'engager ». Il y a quand même beaucoup de jeunes, ils s'engagent dans les armées, c'est un vrai choix, mais c'est pas non plus le choix de leur vie. Ils savent que si ça leur plaît pas, ils peuvent partir. D'ailleurs, beaucoup partent. C'est ça le problème des armées, c'est qu'elles retiennent pas. Pour qu'un recrutement soit rentable, au niveau de l'investissement qui a été fait pour la formation, pour sa spécialisation, tout ce que vous voulez, sa formation, son entraînement, il faut qu'il reste à peu près 6 ans. Or, un des gros soucis, c'est qu'on ne retient pas les soldats 6 ans. Ils partent avant. Donc, quand je vous disais qu'il y avait un problème de recrutement, ça se situe surtout à ce niveau-là. Alors justement, pourquoi ils partent ? Ils partent parce que ça les ennuie, parce qu'ils ont trouvé autre chose, parce que quand on parle de l'armée comme une machine à broyer, c'est vrai, quand on est simple soldat, franchement, c'est extrêmement rare d'y trouver son compte. En fait, il y a un peu 2 voies possibles quand on est simple soldat. Soit on fait son contrat et puis on passe à autre chose. Moi, j'en connais, ils ont fait leur contrat, ils ont vécu des choses assez difficiles et ils sont complètement passés à autre chose. Et puis, vous avez ceux qui rentrent dans l'armée et là, qui se découvrent un espace rêvé pour pouvoir exprimer librement leurs opinions néofascistes. Et voilà. Donc, je pense que les raisons de rester se situent dans ces 2 voies-là. Et jusque-là, on a surtout parlé des dynamiques de socialisation en interne, entre les hommes de l'armée, dans les écoles, dans les casernes, etc. Mais les militaires, ils sont aussi déployés ailleurs, dans le cadre de guerres ou d'opérations spéciales, en France ou à l'étranger. Et j'aimerais bien qu'on discute justement de comment la guerre est racialisée à partir d'une lecture genrée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont le virilisme militaire à l'occidental, entre guillemets, il s'encastre parfaitement dans une certaine conception coloniale et raciste du monde ? Je pense qu'il y a une continuité historique avec le colonialisme, l'idée défendue qu'on était dans une mission civilisatrice en envoyant des hommes blancs, civilisés, forts, conquérir des parties du territoire, qu'on allait amener à la modernité, et en échange, on allait avoir accès à leurs femmes quand même, parce que il faut bien compenser cet effort de civilisation. Il y a un petit côté d'un échange économico-sexuel certain dans ce rapport. Le bouquin Mauvaise troupe, il parle un peu de l'expérience des soldats en Centrafrique et du rapport avec les femmes présentes sur place. Et c'est glaçant quand même cette idée qu'en effet, les soldats, alors pas forcément, là on est vraiment dans des soldats du rang justement, des soldats qui sont rentrés dans les armées pas par hasard, mais bon, ils n'ont pas fait un concours, ils n'ont pas fait 6 mois d'école. Voilà, soldats du rang, on rentre, on y est, quoi. On est formé directement au régiment, et qui vont avoir des rapports sexuels tarifés, voire même forcés, avec des femmes locales sur place, et avoir des comportements qu'ils n'auront probablement pas en France, dans leur régiment en France.
Pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'ils savent que ce serait un peu mal vu. Mais par contre, sur le terrain, en Centrafrique, avec des Centrafricaines, il n'y a pas de problème. Oui, c'est l'impunité totale. Il y a quand même une grande impunité là-dessus. Il y a un vrai problème là-dessus. C'est le thème où on a beaucoup de mal à trouver des militaires pour dire c'est vrai, c'est quand même dégueulasse. C'est inadmissible, il faut faire quelque chose. Oui, mais non, c'est quelques éléments isolés, ça se passe pas comme ça, mais c'est pas vrai en fait. L'attitude salvatrice, néocoloniale, de s'octroyer les droits qui vont avec, et notamment qui passent par le corps des femmes, corps territoire de ces femmes, voilà, ça c'est franchement, on peut difficilement le nier quand même. Et puis là, vous parlez de leur rapport au corps des femmes sur place, mais il y a aussi leur rapport au corps des autres hommes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a d'un côté la masculinité militaire qui s'entend presque comme une virilité paternelle. Enfin voilà, l'armée serait un bon père de famille, autoritaire mais pacificateur. Enfin, vous l'avez dit, avec une mission civilisatrice en tête. Il serait garant de la stabilité nationale, avec l'idée de protéger aussi les frontières, les femmes, la nation, etc. Et de l'autre, il y aurait les masculinités des hommes migrants et décolonisés qui, là, à l'inverse, sont forcément dangereuses et invasives, quoi. Dangereuse, invasive ou faible, mais oui, si vous voulez, quand vous êtes un militaire, un soldat du rang ou même sous-officier, mais bon, déployé sur le terrain, on vous a pas fait lire beaucoup de bouquins sur la colonisation, le pourquoi de la guerre d'Algérie. On vous a pas fait beaucoup réfléchir là-dessus, donc vous êtes sur le terrain. Et vous, ce que vous savez, c'est que l'ennemi, il sera pas blanc. C'est sûr, ça va être un groupe terroriste du coin. Vous n'allez pas forcément faire la différenciation, d'ailleurs, entre les alliés et les ennemis sur le terrain. Et l'armée entretient ça. Un des paramètres d'identification de l'ennemi, c'est que justement, il ne sera pas blanc, il n'est pas occidental, quoi. Donc c'est quand même ça, c'est un des premiers points. Et moi, je sais que j'avais une amie militaire qui, elle, a eu l'occasion d'aller en OPEX. Elle me disait, moi, je suis partie des étoiles dans les yeux, quoi, dans les armées. Elle y croyait. La défense de la démocratie, de valeurs qu'elle considérait universelles, etc. Elle m'a dit, mais en fait, non. C'est un espèce de lieu de néocolonialisme dégueu. Elle est revenue dégoûtée de son OPEX, quoi. À quoi elle le voyait, ça ? La façon dont les militaires parlaient des populations locales, leur attitude face aux populations locales. On parlait en termes de... comme si c'était une population inférieure, ou en tout cas... de gens qui ne comprennent pas, ou qui aident les terroristes, ou qui nous veulent du mal, ou qui de toute façon sont un peu bêtes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'étaient pas des pères. Oui, c'était les autres. C'est les autres. Ouais. Et pour continuer sur la manière justement dont la masculinité militaire elle est utilisée comme un outil politique, j'ai envie quand même de citer un exemple récent, assez proche de nous. Je pense ici aux révoltes qui ont lieu en Kanaki, qui est aussi appelée Nouvelle-Calédonie, où la gendarmerie a été déployée avec une grande violence sur la population kanak, puisqu'elle a fait plusieurs morts. Et là, pareil, en sous-texte, c'est ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'imaginaire du dangereux sauvage qui a été mobilisé pour justifier ces opérations. On était dans une rhétorique qui rejoignait beaucoup, il me semble, le vocabulaire utilisé pour parler des révoltes des jeunes hommes racisés des quartiers populaires. Gérald Darmanin, qui était à ce moment-là ministre de l'Intérieur, il parlait d'hommes mafieux, violents, voleurs et pilleurs de magasins. Et il a annoncé que l'armée assurerait encore une fois le retour au calme, à l'ordre républicain, etc. En gros, un bon père de famille face à des enfants délinquants, en faisant totalement disparaître en plus le caractère politique des révoltes kanak. Donc il y a aussi cette dimension, je trouve, l'armée c'est le père raisonnable et le révolté c'est l'enfant turbulent qu'il faut dresser, quoi. Ah bah complètement, mais c'est scandaleux. Mais si vraiment on s'assoit 2 secondes pour réfléchir à la façon dont le pouvoir et les armes sont utilisées, mais ne serait-ce que dans les dom-toms en général, c'est un scandale. Comment on peut être en 2024 encore un pays colonial, parce que c'est encore le cas. Mais c'est un peu la France, ça, pour moi, parce que la guerre d'Algérie, on n'a pas non plus vraiment très réussi à se dire, voilà. Et ça, c'est le tabou absolu dans les armées, par exemple. On ne parle pas de la guerre d'Algérie. Ah non, on ne parle pas de la guerre d'Algérie. Mais c'est vrai que la façon dont se conduit le pouvoir métropolitain par rapport au dom-tom, c'est exactement ça, le bon père de famille armé. Un autre point qui me paraît intéressant de discuter aussi, c'est une des faces cachées de l'armée. Donc j'ai découvert ça en préparant cet entretien, à savoir l'état psychologique des soldats, qui, je le rappelle, sont souvent très jeunes dans les rangs les plus bas. Les journalistes Leila Mignano et Justine Brabant racontent dans un livre qui s'appelle « Mauvaise troupe », dont vous avez déjà parlé, les trajectoires des jeunes recrues traumatisés à qui on a vendu le rêve de l'engagement et de la stabilité économique et qui se retrouvent soit aérés dans le cadre des opérations Sentinelle, donc une opération qui a commencé après les attentats de 2015 et qui a compté jusqu'à 10 000 militaires,
soit à partir en guerre sans aucun suivi psychosocial ensuite. Et ces jeunes, ils se retrouvent en fait englués dans des énormes problèmes d'addiction aux drogues et à l'alcool. Ils reviennent avec un taux très élevé de syndrome de stress post-traumatique. Donc il y a quand même une grande discordance, je trouve, entre les idéaux de masculinité militaire qui ne devraient produire que des hommes invincibles et la réalité du terrain où on fait face à des hommes qui sont complètement détruits psychologiquement et pas pris en charge. C'est très difficile d'avoir une vraie approche de l'état psychologique des militaires parce qu'on ne parle pas de comment on se sent. On ne doit pas être fragile. On ne doit pas exprimer de faiblesse. Quand on est militaire, on doit être fort. Et c'est aussi une chose dont eux parlent peu. Mais bon, les hommes entre eux non plus, ils passent pas leur temps à se dire « Oh, je vais pas très bien en ce moment. Oh, tu veux que je te fasse un petit café ?» C'est pas comme ça quand même que la sociabilité masculine. Tu veux un câlin? Enfin bon, voilà, on est d'accord. C'est déjà pas le cas de manière générale. Mais c'est alors, ça, donc encore moins dans les armées, ouais. N'est-ce pas? Vous parliez des travaux d'Eliamine Setoul qui montrent bien que plus on est bas dans les rangs des armées et plus il y a de diversité ethnique et de personnes racisées. Et ce sont ces personnes-là qui sont les moins bien traitées, qui vont au front directement, qui ont le syndrome post-traumatique. C'est d'elles dont vous étiez en train de parler. Est-ce qu'il n'y a pas une colonisation endémique ? On vient de parler de tout un phénomène de la France, des armées, mais en tant qu'outil de la France, finalement, vers nos dom-toms. Mais ça vaut aussi à l'intérieur. Et je pense que quelque part, ces corps-là ne valent pas la peine d'être trop protégés. On peut s'en défaire. Il y en aura d'autres qui viendront. On n'a pas besoin d'investir pour qu'il reste. Et en même temps, c'est contradictoire parce que vous me disiez que l'armée manque cruellement de soldats. Eh bien sûr que c'est contradictoire, mais si nous étions pas schizophréniques comme pays et comme société, les choses iraient beaucoup mieux. L'armée a du mal à recruter, mais parce qu'en fait, l'armée a du mal à garder surtout. Et surtout parce que il y a aussi une vision du recrutement qui n'est pas dans la durée. On veut du monde. On veut pas garder le monde, on veut du monde. Et puis ça voudrait dire quoi de vraiment prendre soin de ces soldats? Alors, quand même, le syndrome post-traumatique est reconnu maintenant, etc. Mais je pense que plus on est bas dans le grade, moins on a accès quand même à des soins approfondis, ça c'est sûr. Mais je pense surtout que ce qui se dit, c'est qu'en fait, plus on va accorder de l'attention à ça, plus on va devoir se poser des questions sur ces pratiques. Une fois que les armées françaises vont dire « Ok, c'est hyper important de vraiment s'occuper des syndromes post-traumatiques, c'est grave, on fait ce constat-là, on en fait une vraie étude, on fait ce constat... une fois qu'on a fait ce voyage-là, on est monté dans un train dont on ne peut plus descendre, en fait. Et je pense que quelque part, il y a une conscience de ça au niveau des institutions militaires et qu'elles ne veulent pas monter dans ce train parce qu'il faudrait tout changer. Et ça, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que les armées sont extrêmement conservatrices. Et ces corps-là, c'est pas des corps masculins idéaux non plus. Ils sont racisés, ils sont privés à la va-vite, ils ont été formés vite fait pour aller sur le terrain. C'est pas eux, les corps masculins qui représentent au mieux le pouvoir militaire. C'est pas eux qu'on choisit quand on doit incarner ça. J'ai envie de vous poser une dernière question sur une formule qui avait marqué tout le champ féministe il y a quelques mois. Macron, donc le chef des armées, ce qui n'est pas anodin, qui appelait au réarmement démographique pour lutter donc contre la baisse de la natalité en France. Donc là, on sort de l'espace militaire en tant que tel, mais on voit bien que le vocabulaire martial, il est aussi utilisé ailleurs. Ici, les corps des femmes deviennent des armes et leur grossesse serait un bouclier en quelque sorte, puisqu'on se réarme bien pour pouvoir se défendre. Quel regard vous posez sur cette formule ? Mais c'est dramatique. Le fait que les femmes, que le contrôle de la maternité, de la santé reproductive soit essentiel dans une économie de guerre, ça c'est un truc vieux comme le monde, j'exagère un peu, mais pas si loin. C'est un classique, si vous voulez, si on s'interroge aux questions de genre et d'armée, de préparation à la guerre. Il faut maintenir le pouvoir sur cet outil qui est le corps des femmes pour produire des soldats et des soldates. Mais après, parler de réarmement démographique, quand on sait le viol de guerre, comment c'est mobilisé, quand on sait ce que souffrent les femmes en zone de conflit, au Congo, en Colombie, où vous voulez. Parce que les viols de guerre, c'est aussi des violences sexuelles bien spécifiques et bien liées à la guerre, qui ont pour but de justement coloniser d'une certaine façon l'ennemi. Mais quand on sait l'horreur que c'est le viol de guerre, comment on peut parler de réarmement démographique en signifiant implicitement que le corps de femme doit être un réceptacle de production de l'outil premier de la guerre qui reste le corps humain, quoi. Mais c'est scandaleux, en fait. Est-ce que vous auriez des œuvres à recommander en lien avec tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui ? Ah oui, j'en ai deux. L'ouvrage de Pauline Maucourt, La guerre et après, qui est magnifique,
où elle retranscrit des témoignages de soldats et soldates qui reviennent d'OPEX. Il y a une militaire notamment. Il y a quelques récits, c'est d'une violence. Et c'est vraiment magnifique parce que justement, on n'est pas dans le jugement. Ça permet vraiment de comprendre de l'intérieur et c'est vraiment une écriture sensible. Elle a fait vraiment un effort pour retranscrire leur voix et c'est un beau livre. Et ce que je peux recommander pour se familiariser avec un témoignage militaire, mais justement pas « oui, nous, la France », c'est Jonqui de Jean Michelin, qui est lui-même officier de l'armée de terre, c'est un Syrien. Il a écrit 2 bouquins et Jonqui, il raconte l'Afghanistan où lui, il est envoyé comme jeune lieutenant. Et c'est assez intéressant pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un jeune officier de l'armée de terre qui débute sa carrière, qui est au contact de ces hommes. Parce que là, justement, on n'est pas dans cette vision « Ah, la France, le héros, mes guerres, mes batailles ». Et voilà, j'ai aimé ce livre, moi. Mais voilà, après, il y en a plein d'autres. Mais c'est des contrastes, du coup, ces 2 bouquins. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de l'épisode 102 des Couilles sur la table. Si cet échange a attisé votre curiosité, n'hésitez pas surtout à parcourir les travaux de Camille Boutron, notamment son dernier livre « Combattantes, quand les femmes font la guerre ». C'est paru en mars 2024 dans la collection Genre des éditions Pérégrine. Comme d'habitude, on vous met toutes les références qu'on a citées dans cet entretien et plein d'autres recommandations de Talma Desta sur la page qui accompagne l'épisode sur notre site binge.audio. On compte sur vous, bien sûr, pour faire tourner cet épisode autour de vous, si ça vous a plu. Vous pouvez aussi nous partager vos commentaires et vos réflexions sur Instagram ou par mail à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Les Couilles sur la table, c'est un podcast qui a été créé par Victoire Tuaillon en septembre 2017 et qui est produit par Binge Audio. Talma Desta a préparé, mené et monté cet entretien avec l'accompagnement de toute une équipe, Paul Berthiaud à la prise de son, Elisa Grenet à la réalisation, Marie Foulon à la production exécutive, l'édition et la communication auprès de Lise Niederkorn, Naomi Titi à la production et supervision éditoriale, avec le regard et les conseils de Thomas Rozek, le rédacteur en chef de Binge Audio. Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouvel épisode des Couilles sur la table. Salut!